Bien, bonjour et bienvenue pour ce Web Café IDC sur le Digital Workplace. Comment la DSI doit-elle se positionner pour gérer l'après-Covid? Pour en parler autour de la table, donc en partenariat avec Econocom et Dell Technologies, j'ai Isabelle Bodin, donc la DSI d'Econocom, Sébastien Verger, le CTO de Dell Technologies, Benjamin Dreux, qui est directeur Digital Workplace, justement, ça tombe bien, chez Econocom, et Thierry Hamelin, donc directeur de la recherche chez IDC. Alors, juste avant de commencer le débat, quelques petits mots un peu sur l'interface que vous pouvez avoir. Vous avez deux écrans, un écran avec les slides, un écran avec les intervenants. Donc, vous pouvez basculer de l'un à l'autre et faire un zoom soit sur les slides, soit sur les intervenants. Vous avez aussi une petite molette de son en bas. Si jamais vous ne m'entendez pas, il faut l'augmenter. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez une petite bulle à droite qui vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à réagir, il faut alors un petit peu de latence avant que les questions arrivent. Donc soit je les prends au fil de l'eau, c'est parce qu'on parle vraiment de la thématique à ce moment-là, soit on se les réserve à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Autre point aussi, c'est tout ce qui est replay. Le replay vous sera envoyé pour peu que vous ayez accepté de partager vos coordonnées avec la présentation, donc la présentation d'IDC. Voilà, donc c'était pour les petits points techniques. Et comme dans tout webinar Web Café IDC, on commence par la présentation IDC sur la thématique, donc comment la DSI doit-elle se positionner pour gérer l'après-Covid. C'est vrai qu'on a connu un choc. Que faire maintenant, Thierry? Eh bien, écoutez, on va essayer en partie de lever le suspense. Donc, je vais avoir effectivement le plaisir de faire le point sur le Digital Workplace à l'heure de l'après-Covid. Pour ce faire, je me suis appuyé sur un certain nombre d'études que réalise IDC, notamment à un rythme assez soutenu, puisque depuis l'épisode du Covid, on est dans un cycle d'enquête auprès des acteurs du marché et des entreprises, un rythme d'enquête mensuel. Donc vraiment, on suit les choses de très près. Alors, peut-être un petit mot sur cet effet Covid, qui a été un véritable accélérateur pour le télétravail. Ici, je vous ai mis deux métriques. La première, c'est le taux d'adoption du travail à domicile par les entreprises avant et pendant le Covid. Alors, on était à 80% de taux d'adoption avant, on est pratiquement passé à 100%, très exactement 95% pendant le Covid. Par contre, ce qui est important de spécifier, c'est que autant avant l'épisode du Covid, on était dans plus d'une entreprise sur deux avec moins de 20% des collaborateurs qui étaient concernés, alors qu'à l'occasion du Covid, pour pratiquement cette fois une entreprise sur deux, très exactement 47%, eh bien c'est plus de 50% des collaborateurs qui étaient concernés. Donc, comme je le mettais, un accélérateur sans précédent, et pour autant, post-confinement, on n'est pas dans une logique où on ferme la page et on passe à autre chose. Preuve en est, on a posé la question suivante, quelles étaient les principales sources de changement durable qui allaient résulter du Covid? Ça, on a posé cette question aux entreprises. Et le premier déjà renseignement que j'ai fait figurer sur la gauche, c'est que seulement 5% des entreprises considèrent que ce Covid ne sera pas source de développement, de changement durable. Et lorsqu'on regarde plus en détail les axes d'évolution, le premier élément, assez logiquement, on s'y attendait, mais c'est toujours mieux avec un chiffre, c'est que pour près de 6 entreprises sur 10, c'est le travail à distance qui fait vraiment partie de la politique RH dorénavant. Pour un peu plus de 4 entreprises sur 10 sont les plans de continuité d'activité qui seront repensés pour faire face aux crises, y compris sanitaires. Également une réflexion à hauteur d'un peu plus d'un tiers des entreprises autour des nouveaux business models qui incluent de nouveaux écosystèmes. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y a une réflexion qui est en train d'être menée pour redéfinir les circuits d'approvisionnement et les modèles de vente, éventuellement dans une logique de distribution omnicanal. Et puis, là aussi, un dernier élément important, c'est la digitalisation des process, donc en particulier autour de l'automatisation, la vidéoconférence, le partage de documents, les self-service, bref, tout le fondement de ce qui va pouvoir être, on va dire, un environnement de travail plus abouti pour le travail à distance. Donc, premier enseignement en tout cas, c'est que ce Covid, il est vecteur de changement durable. Le deuxième enseignement, c'est que c'est également une source de nouveaux projets IT, et en l'occurrence stratégiques pour les entreprises. 49% des organisations que nous avons étudiées ont ajouté de nouveaux projets à leur roadmap IT donc suite au Covid.
Pour près de 6 entreprises sur 10, on le voit sur la partie histogramme, c'est profiter des faiblesses de la concurrence pour prendre des parts de marché. Ça, c'est un élément qui me paraît particulièrement intéressant, au-delà du fait, on le voit après, de répondre aux faiblesses qu'ont révélées la pandémie, donc c'est-à-dire faire mieux que ce qu'on a pu vivre ou encore innover à travers de nouvelles offres. C'est vraiment de profiter de cette période de manière un peu darwinienne, c'est-à-dire que les entreprises sont forcées d'avancer. Elles sont forcées de repenser leur environnement de travail pour être plus performantes. Et si elles ne le font pas, la menace encourue, c'est que d'autres le feront à leur place, quitte à prendre des parts de marché. Ça, c'est un élément important. Peut-être un dernier point sur effectivement l'innovation, proposant de nouvelles offres ou business models. On est là aussi dans des logiques où on envisage des circuits plus orientés sur de la numérisation pour vendre, de l'omnichannel, qui vont permettre, le cas échéant, de sortir en cas de difficulté du carcan du physique, des points de vente physiques. Alors, c'est aussi une opportunité pour les DSI. Alors, j'aurai l'occasion sur toute la suite des slides de nuancer mes propos parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on pose les questions de savoir, du fait de la crise sanitaire, quelle direction a le plus gagné en prestige, en pertinence aux yeux du comité de direction, on voit que c'est l'IT qui arrive en premier, à hauteur de 36% des réponses, devant la finance ou encore le juridique ou la gestion des risques. Effectivement, franchement, les DSI ont été mises sous le feu de la rampe parce qu'on attendait beaucoup d'elles pour qu'on puisse continuer de pouvoir travailler donc dans des conditions particulières de confinement. Ça a été, je pense, pour pas mal d'entreprises, il faut espérer, quelque chose qui a permis de voir tout le travail qui avait été accompli par les DSI, et c'est l'accomplissement un peu de ce travail qui a été fait préalablement. Mais en même temps, pour certaines, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais étayer mes propos. Le premier élément, c'est déjà le degré de maturité des entreprises en matière de transformation des environnements de travail. Comme vous pouvez le voir, donc, IDC définit 5 stades de maturité dans la transformation des environnements de travail. Et ce qu'on voit, je l'ai cerclé en noir, c'est qu'on a moins d'un tiers aujourd'hui des organisations qui réellement ont une véritable stratégie de transformation, que ce soit une stratégie d'ensemble qui existe depuis longtemps et qui s'inscrit dans un dispositif stratégique plus large de transformation numérique, ou encore des objectifs qui existent déjà depuis un certain temps autour d'une stratégie d'ensemble. Pour le reste des entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'on est à hauteur d'un tiers des organisations un peu dans une étape charnière entre le fait d'être peu mature et celui d'aller vers les couches supérieures. Et puis, donc à hauteur de 28%, on a des départements qui sont conscients des besoins de transformation, mais il n'y a pas encore de coordination en tant que telle. Et puis pour 10%, on peut vraiment parler de retard de maturité. Ce qui montre bien qu'il y a quand même du pain sur la planche. Les DSI sont également face à des challenges d'envergure. On avait posé la question suivante suite au Covid-19. Quelles sont les priorités de votre entreprise pour à la fois la fin de l'année et l'année 2021 ? Donc j'ai ici isolé le top 5 des domaines les plus prioritaires. Et comme vous pouvez le voir, on est quand même sur des domaines qui sont stratégiques. L'expérience client, connexion entre employés, opérations et partenaires, résilience de l'activité. On en a parlé à l'instant, transformation de l'environnement de travail et résilience des infrastructures IT. Ça fait quand même déjà un joli scope d'intervention. Et donc on voit bien que cet épisode du Covid aujourd'hui ouvre sur un certain nombre de chantiers qui vont être menés par la suite et qui sont quand même d'envergure. Idem, ces DSI vont devoir accélérer la modernisation des environnements de travail. On leur a posé la question de savoir où les investissements allaient plus particulièrement être importants, où il allait y avoir de l'impact. On l'a vécu presque tous au quotidien. D'abord les outils de vidéoconférence. Ensuite, la sécurité des données, parce que là, on parle bien d'échange, de flux de données depuis l'extérieur de l'entreprise, et franchement, c'est quelque chose auquel il faudra bien se préparer. La sécurisation des accès distance, ça, on a beaucoup parlé aussi de VPN, la VDI, le cloud, les terminaux mobiles. Là encore, on peut dire que la feuille de route est ambitieuse au niveau des DSI. Et on verra d'ailleurs en l'occurrence que lorsqu'on combine à la fois ce qu'on vient de voir précédemment plus ce slide-là,
il y a des enjeux latents de financement de ces modernisations, de ces évolutions qui vont se poser quand même dans nombre d'entreprises. Enfin, cet effet Covid, ce n'est pas uniquement des problèmes technologiques qui sont en jeu, mais c'est aussi de devoir gérer des freins organisationnels et humains. Là, je vous ai rassemblé les principaux challenges non technologiques qui sont rencontrés dans la mise en œuvre d'une politique de télétravail. Et on voit que, en l'occurrence, à hauteur d'à peu près un quart des entreprises, c'est une dégradation de la communication générale qui est en jeu. Alors, en d'autres mots, c'est la fin de, on va dire, des conversations informelles à la machine à café, donc sur lesquelles on apprend un certain nombre de choses de manière induite et fortuite, alors que dans une logique de télétravail, telle qu'on a pu la vivre en confinement, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus organisé en tant que tel. La culture d'entreprise, à hauteur de pratiquement une entreprise sur 5, qui est susceptible de poser un problème. Et puis, pour 12%, le management, je dirais même que ce chiffre est peut-être un petit peu minoré par rapport à la réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que le management a plutôt tendance à s'inscrire dans la modernité aussi grâce aux outils. Mais je pense qu'il y a quand même un fond de réticence et le fait d'avoir on va dire, un peu ce problème pesant, ce frein autour du management à distance, ça c'est quelque chose qui est quand même présent dans les entreprises. Et ce sont des éléments, des dimensions sur lesquelles, même si les outils aujourd'hui permettent beaucoup de choses, eh bien, les outils ne sont rien si les humains ne les mettent pas en œuvre. Voilà pour résumer un peu cette petite présentation qui permet d'ouvrir sur les différents débats. Merci Thierry, c'est vrai que la machine à café virtuelle, ça marche moins bien que la machine à café, les discussions informelles où beaucoup d'informations s'échangent. Alors, est-ce qu'on a une question là qui nous vient en fait? Est-ce que vous pouvez donner une définition de la Digital Workplace de façon à ce qu'on parle bien de la même chose? C'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle de Digital Workplace? Alors, effectivement, parce qu'il y a deux termes qui cohabitent. Il y a le Digital Workspace et le Digital Workplace. Alors après, les frontières sont forcément parfois assez ténues, mais lorsqu'on parle d'environnement de travail en tant que tel que je l'ai présenté, on est plutôt dans les outils. Alors que lorsqu'on va parler du Workplace, on va ajouter la dimension environnement. Donc on va ajouter cette dimension salle de réunion, espace de coworking, huddle rooms, phonebox. Enfin bon, là aussi, on n'est pas avare de nouveaux concepts. Mais voilà un peu comment se segmentent les choses. Et alors, est-ce que, parce que là, IDC a assez vite réagi, on a commencé à faire des études pendant le tout début du Covid, du confinement. Là, on est en train de faire des études sur le déconfinement. On va voir un petit peu si justement ces transformations s'inscrivent dans la durée. Exactement. Donc, il est prévu aussi une mise à jour des données régulières en fait sur ce Absolument. sujet. Alors en fait, on en est même, si je ne m'abuse, à la 9e vague d'enquête depuis le confinement. Donc on suit vraiment à un rythme initialement pratiquement tous les 15 jours. Maintenant, c'est plutôt un rythme mensuel, mais on suit exactement les évolutions et notamment les freins et les leviers qui sont mis en œuvre dans les entreprises. Et au regard des chiffres que tu as donnés, en fait, on a 10% là qui sont complètement hermétiques en fait à cette transformation. Alors peut-être pas hermétiques, mais en tout cas en retard. En retard. Et puis il y avait 28%. Je crois que ça fait pas quasiment un tiers des entreprises qui sont en retard. Est-ce qu'on n'a pas craindre que justement que le gap, le fossé se creuse et que si elles ne rattrapent pas ce retard là maintenant, c'est un retard qui sera irrattrapable? Alors c'est vrai que d'ailleurs en l'occurrence ça rejoint un des slides qui a été présenté sur on va dire la nouvelle roadmap de l'IT et on a vu que pour l'essentiel cette roadmap elle tournait autour du fait d'être plus compétitif et surtout profiter des faiblesses des uns ou en tout cas de l'inertie des uns pour progresser et gagner en part de marché parce qu'on est plus performant. Ça c'est un phénomène effectivement que j'ai qualifié je crois tout à l'heure de darwinien mais ça résume bien les choses. C'est-à-dire que malheureusement les entreprises sont contraintes d'évoluer pour survivre dans un environnement qui est changeant, et c'est le principe du darwinisme. C'est-à-dire, en effet, d'une contrainte, on peut la transformer en opportunité. Alors justement, pour en débattre, comment la DSI doit-elle se positionner pour gérer l'après-Covid? Nous avons une DSI, donc Isabelle Baudin, de DSI d'Econocom, qui est venue nous rejoindre. Merci d'avoir accepté de venir témoigner. Est-ce que vous pouvez déjà, avant toute chose, nous présenter le groupe Econocom, les métiers du groupe en quelques mots? Bien sûr. Alors en quelques mots, Econocom, ce sont 3 métiers historiques, le financement, les produits et les solutions, ainsi que les services du numérique. Une de notre conviction, c'est de dire que les usages des utilisateurs finaux doivent être les moteurs de la transformation digitale, d'une transformation digitale réussie. En tant que DSI, qu'est-ce que vous avez, vous,
à gérer. Est-ce que vous avez quelques métriques sur la dimension de la DSI et puis les principales missions que vous avez à cœur? Alors, nous apportons un service aujourd'hui à plus de 10 300 utilisateurs, collaborateurs au sein d'Econocom, qui sont répartis dans 18 pays et sur 36 sites. Ça représente plus de 1000 serveurs, 3 data centers, je donne quelques chiffres, hein, et puis plus de 100 applications. D'accord. Alors quand vous dites vraiment l'utilisateur est au centre, c'est vraiment de s'occuper en fait de ces utilisateurs. Comment vous avez vécu le choc du Covid? C'était vraiment un choc pour tout le monde. Comment vous, en tant que DSI, vous l'avez vécu? Et racontez-nous un peu, si on fait un peu un flashback là, sur ces moments sans doute un peu difficiles et surprenants. Un petit flashback, en fait, la semaine précédant le confinement, on a demandé à tous nos utilisateurs de quitter systématiquement le bureau avec leur équipement de travail. Équipement de travail, c'est un PC portable, un casque, un filtre écran, une ligne Teams, Skype installée. Donc on était prêts. D'accord, mais alors on peut se dire que Econocom était préparé, hein, c'est-à-dire que vous aviez quand même depuis plus de 10 ans un peu inscrit, je dirais, dans les gènes de l'entreprise ou dans l'évolution des gènes, la mobilité, le télétravail. En fait, est-ce que ça s'est fait simplement, d'une façon un peu fluide? Comment vous l'avez vécu au niveau de la DSI? Alors, la politique de transformation d'Econocom nous a permis de nous adapter très très vite. C'est-à-dire que anytime, any device, anywhere, on a pu l'appliquer le jour J. Tout le monde est parti à son domicile et a pu travailler comme s'il était au bureau. De plus, au sein d'Econocom, on avait la possibilité d'avoir jusqu'à 2 jours de télétravail. Donc nos collaborateurs étaient déjà prêts à basculer sur un mode non pas complet, mais au moins partiel. Nous, impact sur la DSI? Alors, d'un point de vue DSI, quelques impacts. On a activé notre plan de continuité d'activité. Donc, le premier plan, c'était augmenter les usages du VPN. Non pas les usages, mais les possibilités du VPN, les capacités du VPN. On avait, avant le confinement, opté pour une option qui s'appelle In Case of Emergency. Elle porte bien son nom. Cette option nous permet de multiplier par 10 nos capacités VPN. Donc le jour J, on a activé cette option et au fur et à mesure des usages, on a pu servir en masse notre VPN. On a également augmenté nos liens Internet. C'est Econocom qui fournit le service à Econocom, du Econocom by Design. Donc là aussi, ça s'est fait de façon très rapide. Et puis, on a dû s'adapter malgré tout sur certains usages, sur certains problèmes, comme les nouveaux entrants, parce qu'on a eu des entrants pendant cette période de confinement. Donc, comment faire livrer un nouveau matériel, un nouvel équipement, et comment préparer cet utilisateur à intégrer Econocom dans les meilleures conditions possibles. Également, régler peut-être des problèmes techniques, un PC qui tombe, un téléphone qui tombe, de support. Voilà. Donc, on s'est adapté également sur le support à distance pour nos utilisateurs. Très bien, on y reviendra un peu sur le comment tout à l'heure. Sébastien Verger, vous êtes CTO de Dell Technologies. Alors justement, on peut se dire aussi chez Dell Technologies, vous étiez prêt à ce mode 100% digital? Alors on était prêt, oui bien sûr, mais non bien sûr. C'est-à-dire on pense toujours être prêt et on découvre toujours les petites choses qui n'ont pas été pensées au départ. Alors comment vous l'avez vécu justement? Alors le choc, comment ça s'est passé? Alors le choc, d'une part, Dell Technologies a une dimension mondiale, donc on a vu ce qui se passait dans les premiers pays qui étaient confinés, notamment en Chine, et puis petit à petit quand ça arrivait par l'Europe de l'Est. Vague, vous l'avez vu arriver. Exactement. Donc là, pour le coup, on a vu arriver la vague. Donc notre IT interne a pu se préparer par rapport à cette vague. Donc on a nous aussi considérablement renforcé les possibilités VPN, notamment pour pouvoir connecter. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est avant le confinement, 65% des 160 000 employés de Dell Technologies qui étaient éligibles au télétravail. Et à l'instant T, c'était entre 20 et 30% qui étaient réellement actifs sur les VPN et en télétravail. Quand on a basculé, eh bien, on est monté, au fur et à mesure, au fil des confinements des différents pays, on est monté à 90% de la population qui était en télétravail. Donc ça représente 120 000 connexions simultanées sur les VPN. Donc là, évidemment, il faut avoir considérablement renforcé ça. Mais typiquement, dans les 65% de population qui étaient éligibles au télétravail, et ce depuis très longtemps, puisque ça date de 2009 chez Dell Technologies, il y a tout le reste. Il y a toutes les personnes qui sont normalement en poste fixe.
qui ne sont pas forcément équipés avec des terminaux mobiles, sur lesquels eh bien, on a pu, typiquement en voyant la vague arriver, devancer l'appel. Typiquement, sur le territoire français, c'est entre 300 et 400 collaborateurs qui ont été équipés avec des moyens mobiles, avec des laptops, dans les 2 semaines précédentes. Ça s'est fait en combien de temps, justement, l'équipement des personnes en France? La préparation a commencé une petite semaine avant. Alors évidemment, on ne savait pas quand le confinement allait arriver, hein, mais de fait, en une semaine, on a pu livrer et équiper entre 300 et 400 collaborateurs qui n'étaient pas équipés de moyens de mobilité. Benjamin, vous êtes, vous, sur la dimension Digital Workplace en accompagnement des clients. C'est votre fonction, votre rôle. Juste quelques mots sur votre job. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que... Tout se passe bien. Un peu, mais c'est que la largeur de notre offre autour du Digital Workplace, en fait, des enjeux utilisateurs, soit comprise et qu'on puisse la porter vis-à-vis de nos clients. Parce que voilà, on fait beaucoup de choses, comme l'a dit Isabelle, et c'est pas forcément évident toujours de comprendre la proposition de valeur. Donc j'accompagne cette proposition de valeur vis-à-vis de nos clients. Alors on l'a vu, l'impact interne au niveau d'Econocom et de la technologie. Quid de l'impact chez vos clients? Comment vous l'avez vécu? Comment vous percevez un peu? Alors c'est peut-être pas, on l'a vu, c'est assez hétérogène un peu les réactions que vous avez pu avoir. Quelle est votre perception un peu du marché et comment vous avez réagi, accompagné vos clients au moment du choc? Bon, déjà, on l'a absorbé. Oui. On a profité des moyens que Isabelle et les équipes de la DSI nous mettent à disposition pour pouvoir continuer à délivrer. Et je dirais qu'il y a deux pans à cette réponse. La première, c'est adapter nos modèles de delivery. On est un acteur de service qui a aussi des services de proximité. Donc on a adapté, grâce à la mobilisation des collaborateurs d'Econocom Service, la manière de délivrer ces services auprès de nos clients. Quand il s'agit d'accompagner avec des services de proximité, avec toutes les mesures de protection nécessaires, on a pu continuer à accompagner les entreprises dans le monde de la santé, de la défense, de l'énergie. On sent que c'est des choses assez importantes quand même, on a des contrats importants avec ces acteurs-là et qui sont ensuite nécessaires à l'ensemble de la population. Donc on était ravis de pouvoir continuer à délivrer avec des formats un peu différents. Et au-delà de cette transformation du delivery, on a aussi fait évoluer nos offres, parce que les demandes arrivaient de nature un peu différente. Donc, par exemple, quand il faut équiper tout le monde en télétravail, Sébastien le disait, il y a un besoin peut-être de nouveaux types d'équipements. On ne va pas se trimballer avec sa tour et son écran chez soi, ça peut, mais c'est pas très pratique. Oui. On a besoin de nouveaux équipements, donc on a fait des packs télétravail pour accompagner les clients. Ça vous a permis aussi d'innover un peu sur les offres, en fait, des choses que vous aviez peut-être pas envisagées au départ. Complètement. Donc ça, c'est des packs télétravail sur lesquels il a fallu aller assez vite, y compris en développant un peu aussi la seconde main, parce que tout le monde n'avait pas les budgets de s'équiper tout de suite de nouveaux équipements. Donc on a travaillé sur de nouveaux formats. On a travaillé sur les nouveaux formats aussi de financement pour accompagner les impacts sur la trésorerie. On a accompagné des entreprises, des organisations qui avaient besoin immédiatement de réponses digitales, des applications mobiles pour le suivi de patients, des applications mobiles sur comment est-ce que je fais pour utiliser Teams, moi qui ne l'utilisais pas vraiment jusque-là. Donc, on a tous été équipés, mais on a cherché un peu comment je fais. Quoi. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise là, qui vous vient, sans forcément de citer de nom, mais dire qui a particulièrement bien réagi, absorbé le choc et que vous avez accompagné justement dans ses équipements et le développement du télétravail? Honnêtement, beaucoup, mais aussi dans le monde de l'éducation, parce que les élèves ont tous été amenés à rester chez eux et tout le monde n'avait pas forcément les équipements chez soi. Donc, les équipes Econocom ont accompagné un certain nombre de donneurs d'ordre pour équiper ces élèves. Donc, ça peut être des conseils départementaux qu'on a accompagnés très vite pour aider ces élèves qui n'avaient pas l'équipement. Il y a une dimension matérielle, une dimension conseil aussi, accompagnement, qui est aussi importante que la dimension, je dirais, purement matérielle. Isabelle, justement, comment vous avez accompagné ces utilisateurs qui se sont retrouvés d'un seul coup chez eux? Alors d'un seul coup, il y en avait qui avaient l'habitude, et puis d'autres, justement, une frange peut-être de population qui avait moins l'habitude. Comment, sur ces volets livraison de matériel, comment vous avez pu réagir rapidement et les accompagner? On parlait de l'adoption de Teams, par exemple, d'outils comme ça. Alors pour nous, le collaboratif a été indispensable. C'est vraiment un créateur de valeur. Donc il a été important pour nous parce que ce bouleversement dans nos habitudes de travail n'a été possible que par l'intermédiaire de ces usages, de ces nouveaux outils de communication. Donc Teams, on a pousser les usages via des webinars sur notre intranet. On a fait énormément de communication pour que nos utilisateurs adhèrent à ces nouveaux outils, mais également au sein de la DSI, on a mis en place des communications quotidiennes avec l'ensemble des managers et puis des communications hebdomadaires. En fait, on s'est rendu compte que nous étions très éloignés
avec le corona, mais avec le Covid, mais qu'en fait, via ces réunions Teams, on était beaucoup plus proches. Est-ce que c'est des choses que vous faisiez avant, cet aspect, en fait, je dirais, DSI communicante? Vous aviez l'habitude de communiquer autant Alors, on travaillait non pas du tout dans ce mode collaboratif. On était beaucoup plus au bureau où on avait des réunions formelles. Là, tous les matins, on avait une demi-heure de réunions. Et on s'est très vite rendu compte que ces réunions nous ont fait passer d'un mode run à un mode agile. On a complètement transformé nos méthodes de travail. Et aujourd'hui, on est en train de se réinventer et de voir comment demain on va continuer un peu dans ce sens. Il y a également un point qui me semble important de préciser dans tout ce qui a été dit, c'est que Econocom a également, via le Syntec numérique, accompagné les PME et les PMI qui n'étaient pas prêtes dans leur transformation et qui n'étaient pas prêtes au télétravail. On les a accompagnés, on a créé une passerelle numérique pour leur permettre d'avoir des ingénieurs disponibles pour répondre à leurs besoins. C'est un peu un pendant DSI externalisé aussi, d'accompagnement de ressources qui n'ont pas forcément en interne. Tout à fait. Alors justement Thierry, une fois que le choc est passé, si on peut revenir, alors on l'a vu, mais un peu dans l'étude, mais plus précisément sur une fois le choc passé, là on va avoir, enfin, elle gère le déconfinement. Quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et la DSI en particulier là? Alors, on va évacuer le volet financier. Enfin, c'est pas qu'on va l'évacuer, c'est que forcément il y a un volet financier. Je pense qu'il faut le régler. Alors ça, c'est les acteurs du marché qui vont, à mon avis, et si ce n'est déjà fait, devoir s'ajuster pour proposer des solutions d'accompagnement pour pouvoir moderniser l'informatique. Le deuxième enjeu, c'est bien l'environnement de travail du collaborateur. Alors, on l'a vu, y compris sur son lieu de travail, mais d'autant plus à domicile. Parce qu'il y a la nécessité non seulement d'avoir un équipement performant, éventuellement sous forme de laptop, mais également aussi un support qui doit lui être délivré à domicile et plus en entreprise. Et ça, c'est un enjeu, me semble-t-il, considérable. Et c'est de cet enjeu que résultera vraiment la performance en tant que telle. Clairement, l'effet comment tu fais au travail quand on est coincé, quand on est chez soi, tout seul, c'est beaucoup plus compliqué et les problèmes informatiques ou de prise en main d'un outil prennent des proportions considérables. Je pense qu'il y aura justement une réflexion à mener au-delà des équipements en tant que tels sur le support et sur la formation, l'accompagnement aux outils. Voilà, je pense que c'est deux dimensions qui seront essentielles à terme. Et c'est des dimensions qui existaient mais qui se deviennent de plus en plus importantes aujourd'hui. Oui, et surtout on l'a vu parce que entre faire 2 jours de télétravail dans la semaine et puis être confiné pendant 3 mois, c'est quand même 2 choses complètement différentes. Et là, on était en mode isolement. Et clairement, si ça doit de nouveau arriver, ce que je ne souhaite pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a des risques encourus, c'est comment retrouver un environnement de travail performant à domicile avec le meilleur des deux mondes. La possibilité de ne pas quitter son domicile pour des raisons sanitaires, mais en même temps retrouver un environnement, un support, une qualité, des outils qui soient assez cohérents avec ce qu'on vit en entreprise. Et puis en plus, c'est à la maison, voire même, quand on parle de flex office, n'importe où. C'est vraiment des espaces de coworking. Voilà, on est vraiment dans l'entreprise étendue. Exactement, parce que ça, c'est une autre dimension qu'on verra peut-être à terme. Aujourd'hui, on a une approche assez manichéenne, c'est-à-dire binaire. On lit d'un côté, on a l'entreprise. De l'autre, on a le confinement à domicile. Est-ce que demain, on sera dans un mode intermédiaire pour faciliter, on va dire, l'accès à des espaces de coworking pour des collaborateurs qui rencontrent soit vraiment des difficultés, non plus forcément techniques, mais d'ordre de logement ou d'une famille avec des enfants qui sont jeunes et donc un environnement de travail bruyant. Peut-être qu'on va voir se développer dans les villes justement plus d'espaces de coworking pour permettre aux employés de travailler proche de chez eux. On sera de plus en plus dans un mode hybride. Exactement. Si on reprend un peu ces points, on va commencer par le premier qui est le volet financement, en fait les problématiques de cash. Sébastien, comment justement vous aidez d'abord, quelles problématiques peuvent-elles rencontrer et comment vous les accompagnez? Alors, ce que ça veut dire, c'est des aides, du financement, c'est de nouvelles offres packagées, quelles sont leurs problématiques? Comment vous y répondez? Alors, on va distinguer deux problématiques. Il y a une problématique de financement des équipements ou financement de la transformation. Donc là, typiquement, aussi bien les équipements que le service, les logiciels. Donc là, ça, c'est une première problématique qu'on pourrait qualifier de
traditionnelle. C'est une problématique qu'on connaissait déjà et sur laquelle, aussi bien Econocom que Dell Technologies d'ailleurs, donc Dell Technologies au travers de notre banque interne, on a une banque interne, donc Dell Finance Services, qui est une vraie banque, au sein de Dell Technologies, on accompagne depuis de nombreuses années nos clients sur ces problématiques de financement des équipements, qui peuvent passer par tout le panel de ce que le financement propose aujourd'hui, donc de la location, du paiement à l'usage, du paiement à la consommation, enfin donc les possibilités sont nombreuses. Par contre, ce qu'on a vu avec le Covid, eh bien, on a vu de nombreuses sociétés se retrouver confrontées à un problème de cash, c'est-à-dire ils continuaient pendant le confinement d'avoir des dépenses, de payer leurs locaux, pour certains de payer leurs employés, de payer leurs charges, de faire l'amortissement de leur stock. Donc ça, c'est des sorties d'argent et ils n'avaient plus de rentrée d'argent. Et donc pour ce faire, eh bien, Michael Dell a débloqué un budget exceptionnel de 9 milliards de dollars, donc à destination de Dell Finance Services, pour finalement aider nos clients à sortir de cette situation. Alors, ça passe bien souvent par du rachat de parcs existants, donc des clients qui avaient fait le choix de rester propriétaires de leur parc. Et là, on parle bien du parc global, on ne parle pas uniquement de matériel ou de possibilités sur des matériels qui seraient étiquetés Dell. On parle bien d'accompagner les clients. Donc, en possiblement rachetant leur parc informatique et puis derrière, eh bien, au travers d'une solution de financement, eh bien, leur permettre de continuer d'assurer le quotidien. Ce faisant, eh bien, on leur amène un cash flow qui leur permet eh bien, de continuer d'assurer leurs dépenses. Il faut bien comprendre que pour certains clients, c'est une question de survie. C'est un métier bancaire, ça, en fait. C'est un métier bancaire. De financement. C'était quelque chose qui était embryonnaire, qui s'est développé ou au sein de la structure, en fait, ça peut avoir après une répercussion sur plusieurs modèles de financement, même une nouvelle activité pour vous. Alors, c'est une activité qui est loin d'être embryonnaire chez Dell Technologies, encore une fois. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui de l'IT, beaucoup de constructeurs s'appuient sur une banque externe pour proposer des services de financement. Ce n'est pas le cas de Dell, qui a depuis de nombreuses années sa propre banque, avec des vrais services bancaires, donc typiquement pour assurer et pour aider nos clients qui potentiellement sont en difficulté ou simplement souhaitent, si on prend la vision historique sur l'équipement, eh bien basculer sur d'autres modèles financiers pour pouvoir s'équiper. Il n'y a pas que le modèle financier aussi, il y a le modèle aussi de pouvoir distribuer, d'avoir en spare du matériel à disposition. C'est aussi un enjeu, c'est-à-dire de pouvoir renouveler rapidement. Enfin, on est chez soi, mon ordinateur tombe en panne, il faut que je sois rééquipé rapidement. Oui, tout à fait. Benjamin l'a évoqué tout à l'heure et je pense qu'on reviendra dessus. Quand on parle du travail à distance, moi j'aime bien travailler à distance plutôt que travail à domicile. Thierry le soulignait tout à l'heure. Le domicile, c'est possiblement bien pour ceux qui peuvent. Tout le monde ne peut pas, tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'a pas la connexion réseau qui va bien. Et je suis moi aussi un gros supporter des solutions de coworking qui vont permettre aux gens de pouvoir travailler plus proche de chez eux en bénéficiant des équipements, mais aussi du lien social qu'on avait parfois perdu. Alors, pour répondre à la question, clairement, c'est du service d'accompagnement qui commence par la préparation du poste, parce que là aussi, c'est des choses que beaucoup de clients ont découvert. Ils ont dit, il faut équiper nos collaborateurs avec un poste mobile. Je vais acheter un laptop. Super. Et donc, il faut que le laptop soit livré au collaborateur d'une part chez lui, premier challenge, et puis il faut qu'il soit livré conforme à la configuration de l'entreprise, préinstallé, avec les bonnes applications, qu'il soit aussi rentré dans les outils logistiques de l'entreprise qui permet de faire le suivi, etc. Donc là encore, clairement, c'est du service qui existe depuis de nombreuses années et que Dell propose depuis de nombreuses années. On s'appuie sur une plateforme logistique qui est située en Hollande pour pouvoir assurer des livraisons rapides. On s'appuie aussi sur nos partenaires. On a des partenaires, on a des grossistes qui nous permettent là aussi d'avoir un tampon permettant de réagir plus rapidement pour servir nos clients plus rapidement. Et Dell est connu depuis de nombreuses années pour la qualité de sa chaîne logistique. On n'a pas été impacté pendant cette période sur notre capacité de livraison. Et ça nous a permis, d'ailleurs, alors souligné par les belles études d'IDC sur les parts de marché, de gagner des parts de marché. On l'évoquait tout à l'heure, Thierry l'évoquait, profiter des faiblesses de ses concurrents. Alors, est-ce que c'est les faiblesses des concurrents ou est-ce que c'est le point fort de Dell Technologies ? Oui, on va dire plutôt que c'est une opportunité pour innover. Voilà, ça a été une belle opportunité et on a gagné de bonnes parts de marché sur l'équipement des collaborateurs. Très bien, Benjamin, si on reprend un peu ces éléments, alors déjà, chez vos clients, vous le voyez, vous, ce problème
de cash et de problématiques de financement. Comment y répondez-vous aussi de votre côté, un peu de la même manière? Oui, là, on ne va pas réinventer des mécanismes qui sont sur le marché et qui sont partagés. Della Thune Econocom est un financeur important sur l'Europe. On fait un peu plus d'1 milliard d'euros là-dessus. Et donc oui, on rachète des parcs, on accompagne. On peut aussi lisser la charge, c'est-à-dire que là où hier, ils payaient 100 par mois, on va allonger la durée et baisser les mensualités. C'est tout un tas de mécaniques pour améliorer la trésorerie de nos clients. Est-ce que ça permet aussi justement de remettre à pas un certain nombre de choses? Enfin, là, c'est vraiment sur cette partie déconfinement, sur quoi vous attelez-vous auprès de vos clients? Bon, le financement est une chose, après l'équipement, peut-être la sécurité aussi, de remettre à plat. Est-ce que vous présentez un peu comme un guichet unique, un point d'entrée unique pour régler un peu toutes les problématiques qu'on a pu citer là, avec Sébastien et Thierry? Quelles sont les problématiques auxquelles vous avez à faire face et auxquelles vous vous attelez aujourd'hui auprès de vos clients? Absolument. Et donc, c'est vrai qu'on se présente souvent comme un guichet unique. Il y a un nouveau terme consacré chez nous, c'est que nous sommes une entreprise générale du digital. D'accord. Qui est arrivé récemment. Donc tout corps de métier. Ça peut faire sourire, c'est tout corps de métier. Alors, celui qui opère, nous ne sommes pas celui qui conçoit, ou de manière, disons, plus à la marge. Mais nous opérons, nous accompagnons nos clients dans cette démarche-là. Et donc oui, on a accompagné des clients dans ce déconfinement. Certains qui ont eu des gros problèmes, effectivement, parce que leur activité industrielle est impactée fortement par la crise, sont venus nous voir. Peut-être pas pour des problèmes de cash liés au hardware ou à ce genre de choses, mais aussi parce que les services qu'on délivre pour eux n'étaient plus forcément ceux qu'ils pouvaient consommer. Et donc on a adapté nos modèles de delivery cette fois-ci pour essayer d'optimiser l'économie qu'on leur proposait et leur faire des économies budgétaires. Ça s'inscrit sur des enjeux de sécurité où ils ont des capacités à massifier les solutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances vers la massification des outils pour gérer les postes de travail, pour gérer la sécurité. Ce sont des marchés qui sont en pleine dynamique. Chez Dell Technologies, il y a des très belles offres sur le sujet. Et justement, est-ce que c'est l'opportunité d'aller vers de l'innovation? On parle du desktop as a service, par exemple, de nouveaux modèles. C'est-à-dire, voilà, on a su réagir, on a su s'adapter, d'aider les entreprises et de dire il faut aussi changer un petit peu de modèle et innover, d'aller sur des nouveaux modèles. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas faire les choses trop rapidement non plus. On est en déconfinement, on n'est pas tout à fait en sortie de crise. Donc évidemment qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et on voit bien dans toutes les discussions qu'on a avec nos clients, et même sur des besoins qui sont arrivés sur notre bureau récemment, qu'il y a une démarche globale de transformation de cette posture de comment est-ce que je consomme le digital workplace. Donc oui, il y a des vraies transformations qui vont assez loin et sur lesquelles il y a des clients qui mettent une grosse ambition. Voilà, donc, là où hier on avait du device as a service, c'était éventuellement un terminal avec quelques services logistiques associés, on en parlait, on les fait un peu évoluer, on va vers l'utilisateur final, c'est une logistique particulière, on n'est pas tous Amazon, mais on sait le faire et on l'a fait. Mais maintenant ça va plus loin. On parlait de mode agile, aujourd'hui les DSI sont des DSI qui doivent s'organiser différemment et oui, on a des réponses là-dessus. Très bien. Sébastien, en fait, au-delà, le digital workplace s'inscrit, on a vu la différence au début des débats, s'inscrit vraiment dans une transformation du système d'information. C'est une problématique globale qu'il faut prendre en compte. Ça a posé aussi peut-être une nécessaire remise à plat de la gestion des risques et de la sécurité. Peut-être aussi on a vu sur la résilience, et on a fait du stress test du plan de continuité utilisateur. C'est une problématique aujourd'hui que les entreprises doivent traiter aussi. Là. Oui, bien sûr, et beaucoup l'ont découvert un petit peu à leurs dépens lors du confinement. Globalement, on a vu un premier mode, un peu un mode panique, où globalement la première des considérations a été de permettre à un maximum de collaborateurs de pouvoir continuer de travailler. Et le premier réflexe a été, chez beaucoup de clients, de dire on va les équiper en laptop ou bien on va partir avec la tour. C'était bien sûr sans compter sur l'impact que ça a sur le data center. On a évoqué tout à l'heure, Isabelle l'a évoqué et j'ai réinsisté sur l'impact que ça avait pu avoir sur les solutions VPN notamment, donc qui permettent de sécuriser les connexions. Et puis on a vu des impacts inattendus.
On a tous beaucoup utilisé la vidéoconférence, on a tous beaucoup utilisé des outils comme Zoom par exemple. Et quand vous êtes sur Zoom, il y a un tout petit bouton super simple à utiliser qui est enregistrer. Et beaucoup ont pris la fâcheuse habitude d'appuyer sur le bouton enregistrer. Sans prévenir les interlocuteurs. Sans prévenir les... Oui. Alors l'interlocuteur est prévenu. Il le voit, mais il le sait pas. Il y a un pop-up qui dit vous allez être enregistré. Donc ça, super. Sauf que enregistrer, on parle de vidéo, donc ça prend un petit peu de place quand même. Juste pour vous donner une idée, ça a été une augmentation de 20 à 25% sur les espaces de stockage chez Dell, sur notre IT interne. 20 à 25% d'augmentation sur les espaces de stockage. Alors, en tant que fournisseur, on est ravis, mais je pense que là encore, il y va d'une part de l'éducation et de la formation des utilisateurs, premièrement. Deuxièmement, d'emmener un peu de gouvernance, enregistrer une session Zoom parce qu'on a tel ou tel collaborateur qui n'est pas présent et lui permettre de la regarder, c'est bien. Emmener de la gouvernance et dire cette session Zoom que j'ai enregistrée sera disponible pendant une semaine et au bout d'une semaine, elle sera effacée. Là encore, au-delà de la simple formation des utilisateurs, au-delà du simple bon sens, encore faut-il avoir conscience des impacts que ça a sur le data center. Eh bien, il y a effectivement un certain nombre de changements à réaliser. Isabelle, vous l'avez vécu, c'est justement de cette explosion en fait, des usages qui ont fait que l'impact sur le data center est plus qu'important. Exactement. On a exactement vécu les mêmes usages, les enregistrements, qu'il a fallu quand même maîtriser parce qu'il y a un problème de confidentialité, il y a un problème de droit à l'image aussi, donc il faut faire malgré tout très attention. Donc on a également vécu effectivement ce problème. Alors là aujourd'hui, la crise n'est pas encore derrière nous, on est en phase de déconfinement, mais est-ce que vous revenez un peu à un mode normal, je dirais comment vous êtes aujourd'hui le paysage à date? Alors effectivement, on essaye de revenir à un mode d'avant Covid. Durant le mois de juin, les collaborateurs se sont préparés à revenir sur les sites. Donc ça y est, aujourd'hui, ils ont fait le pas, ils sont revenus sur les sites et on recommence à avoir un nombre important de collaborateurs sur nos sites. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on travaille sur les leçons à tirer aujourd'hui de ce confinement et de tout ce... Alors vous avez parlé tout à l'heure je retiens la DSI communicante. En fait, oui. vous êtes mis à faire des rendez-vous, de la formation, de la communication. Alors ça, c'est un exemple, mais quelles leçons vous pouvez tirer justement de cette phase de confinement et des choses qui vont s'inscrire un petit peu dans la durée ou qui vous dites, ah bah oui, tiens, on a bien fait de mettre ça en place et ce sont des leçons pour l'avenir et que ça va perdurer justement sur votre mode de fonctionnement. Alors, avant ça, pour moi, il y a la partie agilité qui doit se préparer et sur lesquelles il va falloir qu'on se renforce. Aujourd'hui, la partie sécurité devient un élément majeur du SI et de la DSI. On va devoir vraiment travailler sur la sécurité globale de notre SI. Ça, c'est vraiment un point majeur. Ensuite, d'un point de vue utilisateur, oui, on va continuer à se transformer, on va s'adapter. Et comme je le disais précédemment, du run, on est passé à de l'agilité, donc voir comment cette agilité va perdurer dans le temps. Et la sécurité, pour être un peu plus précis, justement, les pain points ou les points de vigilance sur la sécu, quels sont-ils ? Pendant le confinement, il y a eu, pas au sein d'Econocom, mais de façon globale, on peut citer des exemples, énormément de campagnes de phishing, de campagnes de virus divers et variés. Donc, au-delà des outils, c'est aussi encore de la communication auprès des utilisateurs, de la pédagogie sur ces menaces où les gens sont peut-être beaucoup plus sensibilisés parce qu'il y a eu plein d'attaques, mais peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être sensibilisés à ce type de risque. Tout à fait. Puisque là, effectivement, on est dans des échanges extérieurs, les flux de données, donc dans quelle mesure on arrive à être compliant complètement autour du RGPD, de l'intégrité des données, c'est vrai que ce sont aussi des éléments importants. Vaste chantier. Est-ce que vous organisez justement en termes de gouvernance pour gérer l'après? Est-ce que c'est au niveau du COMEX du groupe, vous êtes justement en train de réfléchir à l'après? Alors oui, on réfléchit à l'après. Il y a déjà un comité qui est organisé pour savoir quel va être à l'après, comment travailler demain, quelles vont être les possibilités. Est-ce qu'on continue à venir tous les jours sur un site fixe? Est-ce qu'on propose aux collaborateurs de se déplacer sur des espaces de coworking dans d'autres sites Econocom? Tout ça se prépare. Vous êtes en train de repenser un peu
votre organisation, votre mode de fonctionnement. Tout à fait. Très bien Thierry, on l'a vu dans l'étude, alors c'est un fait qui est quand même notable, c'est-à-dire que lors de tous les dîners qu'on pouvait faire de DSI, ça fait longtemps qu'on parle du travail à distance, Oui, de l'évolution du digital workplace, et souvent les DSI nous disent nous on peut être prêt, on peut se mettre en place, mais souvent on est bloqué par la RH qui nous met des problématiques juridiques, la DG qui ne veut pas parce qu'elle veut avoir les employés proches d'elle, les managers aussi qui veulent avoir leurs collaborateurs près d'eux. On l'a vu, c'est vraiment un rapprochement DSI-RH. Il faut espérer. Voilà. À mon sens, le duo gagnant, c'est vraiment ça. C'est la DSI complétée par les RH. On ne peut pas faire uniquement de la techno au détriment de l'humain et de l'humain au détriment de la technologie. Donc une fois qu'on a dit ça, forcément, il va falloir travailler ensemble. Je pense que c'est le retour en force quand même des RH dans même plus largement la transformation numérique. On retiendra dans les RH l'humain. On se recentre aussi sur les utilisateurs et on remet l'humain au centre. Exactement. D'abord parce que je pense que c'est aussi l'occasion d'interroger les utilisateurs sur le vécu. Je pense qu'aujourd'hui, il manque énormément de KPI sur comment l'employé expérience est vécu. Donc avec l'outil informatique, avec ce travail à distance. Donc je pense que ça, c'est une combinaison des deux mondes qu'il faut mettre en place. Et puis ensuite, il y a aussi, il ne faut pas se masquer la face, il y a eu, pendant la période de confinement, des gens qui ont extrêmement travaillé. Ils ont travaillé sur des horaires étendus, presque avec certains le laptop sur la table qui est une déconnexion complètement impossible. Enfin, il y en a qui vivent ça de manière c'est vrai que la frontière pro-perso sont des sujets qui reviennent aujourd'hui justement. Exactement. Et très franchement, demain, on peut très bien imaginer que, si vous me permettez l'expression, sans fliquer forcément les collaborateurs, on ait des temps de connexion et donc des alertes RH qui permettent de prévenir un burn-out ou autre. Parce que c'est pas uniquement regarder si les gens travaillent en télétravail, c'est aussi regarder dans quelles conditions ils travaillent. Comment ils vont. Exactement. Alors Isabelle, est-ce que justement cette collaboration avec la RH, est-ce que vous pouvez... Alors déjà, est-ce qu'elle existait avant, elle est montée en puissance comment vous avez travaillé avec la RH au moment du confinement? Alors au moment du confinement, on a eu des points quotidiens avec non seulement les RH, mais le comité de direction, la direction. Et on a énormément communiqué avec nos utilisateurs. Donc les réunions que l'on a pu avoir quotidiennes nous ont permis donc de voir comment allaient nos utilisateurs. C'était des réunions informelles, mais c'était après tout aussi également des réunions pour collaborer. On a fait énormément de communication en commun. On avait mis à disposition une page sur l'intranet dans laquelle nos collaborateurs pouvaient aller rechercher toutes sortes d'informations sur ce qui se passait, quelles étaient les consignes de la société. On a également travaillé sur des applications pour les sorties de crise, la disposition des masques, mise à disposition du gel, des masques, etc., pour que nos collaborateurs qui continuaient de travailler, d'aller chez les clients, puissent être travailler de façon sereine. C'est une convergence entre l'IT et puis le digital et l'humain, on revient là-dessus. Et puis on a poussé avec les RH l'usage de tout ce qui était collaboratif. Très bien. Sébastien, vous, justement, comment vous êtes rapproché un peu de ces utilisateurs, de ces collaborateurs? Est-ce que vous avez des initiatives un peu similaires qui ont été mises en place au sein de Dell Technologies? Oui, tout à fait. On retrouve sans surprise des initiatives similaires. Typiquement, on est encore nous à domicile. Comme bonne société américaine, Dell s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs qu'on retrouve d'ailleurs. On échangeait un petit peu avant la session chez l'ensemble des grands acteurs et l'ensemble des fournisseurs. Donc pour l'instant, on est toujours à domicile, mais on est en train de préparer le retour. Là encore, le retour se fera dans des conditions fondamentalement différentes, en respectant un certain nombre de règles. Mais je pense que, clairement, on va encore augmenter la part de nos collaborateurs qui vont être éligibles au télétravail. Je vous le disais tout à l'heure, avant le confinement, c'était 65%. On va probablement, d'une part, augmenter le nombre de collaborateurs qui peuvent être éligibles. D'autre part, je pense que le taux de réel télétravail, qui était avant le confinement, entre 25 et 30%, va considérablement augmenter. Mais on a quand même besoin de retrouver le lien social. On peut pas non plus. Il faut retrouver la machine à café. Il faut retrouver la machine à café, oui, bien sûr. Et au niveau juste communication auprès des utilisateurs. Vous m'aviez dit lors de la préparation de ce débat qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient faites auprès de la communication et de la formation des équipes.
Tout à fait. On a vu, vous avez évoqué l'impact notamment en termes de comportement et en termes de sécurité, du comportement des utilisateurs. Là encore, ceux qui étaient habitués au télétravail étaient fortement sensibilisés, et là c'est plus de l'information que de la formation. Ils étaient fortement sensibilisés, donc on a bien sûr continué de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. La formation est aussi quelque chose d'important, notamment chez l'ensemble des acteurs technologiques. On distingue deux choses. On distingue la formation aux différentes technologies, les formations produits, qui sont faites depuis de nombreuses années en e-learning. Les gens ont l'habitude de faire des e-learning. Et puis, il y a toutes les formations de techniques de vente, de développement personnel, qui étaient jusqu'à maintenant réalisées massivement en présentiel. Donc, on était à 80% en présentiel, 20% en virtuel, donc à distance. Il a fallu passer 100% à distance et réaliser une formation de développement personnel à distance. C'est pas faire la même prestation que celle que je ferais en salle dans une session Zoom. Il faut ajouter de l'interactivité. On travaille sur l'humain. On revient encore sur le terme de l'humain. On travaille sur l'humain. Donc il faut s'assurer que l'ensemble des participants sont là et pas simplement connectés. Ils sont aussi physiquement avec nous. Les impliquer. Ouais. Les impliquer, donc mettre toute l'interactivité possible. La bonne nouvelle, c'est que les outils aujourd'hui de téléconférence permettent cette interactivité et de multiplier l'interactivité. On peut faire du chat, on peut faire des sondages, on peut faire du tableau blanc. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne le sait pas forcément en fait. Exactement. D'accord. Et il faut utiliser pleinement ces outils. Mais en fait, peu de réactions au change. En fait, justement, est-ce qu'il y a eu vous êtes toutes les deux chez Dell et Econocom des entreprises technologiques. Quand je parlais un peu de la technologie dans les gènes, est-ce que justement il y avait aussi des types de populations qu'il a fallu accompagner dans le change ou alors ça s'est fait tout simplement et rapidement? Non, ça se fait jamais simplement et rapidement et il faut toujours forcer le destin. Donc là encore, une très belle coordination entre les RH, les strates de management et aussi les donneurs d'ordre et les fournisseurs de services internes, notamment le service formation qui a dû se réinventer et proposer rapidement des sessions de formation et un petit peu alimenter la machine. On a connu dans les tout premiers temps du confinement peut-être quelques moments de flottement sur les aspects purement business. On a profité de ces légers moments de flottement puisque ça a vite redémarré pour pouvoir équiper nos clients. Mais on a profité de ces légers moments de flottement pour occuper l'espace et un petit peu forcer le destin sur l'information. Et donc maintenant le pli est pris et je pense que de nombreuses personnes voient les avantages. D'accord. Benjamin, là, on l'a vu sur la dimension encore interne. En fait, c'est une transformation globale. Il y a le poste de travail, il y a l'organisation, il y a la gestion du change, et il y a l'humain qu'on remet au centre de tout ça. Comment ça se transpose un peu sur l'accompagnement client? Alors vous dites, on a été, c'est vrai, dans un premier temps sur de la réaction. Voilà. Après, là, on gère un peu le déconfinement. Je disais tout à l'heure que c'est peut-être l'opportunité aussi de changer un peu les modèles. Mais du coup, sur quoi vous travaillez aujourd'hui pour des choses qui vont peut-être s'inscrire dans la durée ou peut-être une nouvelle manière de fonctionner avec les clients? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a parlé d'un certain nombre de sujets qui sont à l'étude avec les clients depuis des semaines, des mois, des fois des années. Des sujets qui ont été instruits un peu lentement, et là qui reviennent très fortement sur la table parce qu'ils vont être vecteurs de changement dans tous les processus au service de l'utilisateur. On parle tout à l'heure de logistique avec la préparation d'un PC ou d'une machine, quelle qu'elle soit, avant d'être conforme. Le modern management, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant un moment, qui a été inventé par le mobile, mais qui est disponible pour toutes les plateformes aujourd'hui, Windows ou d'autres. Ça revient très fort sur la table, et ce sont des choses qui vont être... on a beaucoup de ressollicitations pour mettre en place ça au sein d'un système d'information. On voit aussi beaucoup de move to the cloud. Nous, on avait plein de clients qui avaient encore beaucoup d'applications en interne et qui, là, ont vu l'opportunité de profiter du cloud parce que beaucoup d'intérêt. Et il y a un sujet où on n'a pas forcément parlé, c'est la sécurité mobile. Oui. Vraiment des assets mobiles, pas du collaborateur en situation de mobilité. Aujourd'hui, c'est un des parents pauvres de la sécurité. Un terminal mobile, c'est un poste de travail. C'est une composante de l'espace de travail d'un collaborateur. Et il n'y a que trop peu d'organisations qui aujourd'hui se préoccupent de la sécurité de ces mobiles. Il y a des solutions, il y a des méthodes, il y a des bonnes pratiques qu'il faut contribuer à évangéliser auprès des utilisateurs.
mais c'est trop peu utilisé. Donc C'est ça, vrai on voit que ça revient aussi assez fort parce que il tout y a eu le monde n'est pas hors des murs. un développement du biode aussi, bien évidemment. Donc, Mais voilà, globalement, et donc ça, c'est quelque chose qui est sous-déployé et qui revient assez fort. Il y a pour Allez-y, un mot d'humour, Benjamin. il y a une citation de Lénine, qui est assez drôle, qui dit... Je connais pas. Moi non plus, j'ai juste vu son nom passer, qui disait qu'il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies passent. Je pense que moi, dans mon rôle et dans le rôle d'un certain nombre de gens, on a expliqué les choses à nos clients, aux organisations. Et là, ça y aller tranquillement. Bon, on a un effet catalyseur terrible, une accélération un peu tous les projets, ce qui est une bonne chose, hein, mais du coup, d'où l'opportunité aussi. C'est une contrainte forte, bien évidemment, mais de saisir aussi ces opportunités. Isabelle, en tant que, on a vu, il y avait un impact sur le management quel impact vous, en tant que DSI, vous êtes manager d'équipe, sur votre méthode de travail, de collaborer en interne avec vos équipes? Alors, je vais dire, on apprend en marchant. Oui. Aujourd'hui, on a appris très vite, effectivement, en courant, on a appris très très vite. Et on doit aujourd'hui repenser notre mode de management. Moi, j'ai continué à maintenir mes points quotidiens avec mes managers, points très rapides, agiles, sur lesquels on parle des différents sujets que l'on a. Et ça leur permet derrière de redescendre l'information sur l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà. Très bien. Sébastien, en fait, quel challenge on peut avoir sur vraiment l'employé expérience? C'est de dire, si on pense à l'avenir, de dire il va falloir veiller sur un certain nombre de choses, sur l'utilisateur qui n'est plus en entreprise, et peut-être repenser un peu quels sont un peu les points de vigilance ou d'innovation qu'on peut avoir sur les employés. Oui, je pense que Isabelle l'évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, l'ensemble des clients avec qui on peut échanger sont en phase de réflexion pour savoir dans quelle mesure, pour quel type de population, dans quelle proportion ils vont pérenniser le télétravail. Donc on s'inscrit dans la durée. Et s'inscrire dans la durée, eh bien, on n'est plus là simplement pour gérer l'urgence. Et d'autres considérations arrivent. On parle de productivité, on parle de confort des utilisateurs, on parle là encore de leur offrir d'autres solutions. Donc typiquement, si on parle de travailler à la maison, je le disais, pour beaucoup de clients, le premier réflexe au moment du confinement a été d'équiper les collaborateurs avec un laptop qui leur permet de travailler. Aujourd'hui, quand on pense pérenniser ça, eh bien, ça veut dire emmener un workplace complet à cet utilisateur, chez lui s'il choisit de travailler chez lui, donc lui emmener un deuxième écran pour apporter du confort, mais aussi une augmentation de la productivité. Je vous rappelle, là encore, c'est vos chiffres IDC, qu'un deuxième écran, c'est 20% de productivité en plus. Ce sont des chiffres. Vous travaillez bien, vous travaillez bien. Donc, emmener ce confort, peut-être emmener un point d'impression, peut-être emmener aussi du mobilier, simplement. On parle beaucoup d'ergonomie, là encore. On revient sur le digital workspace, exactement. Il faut repenser son environnement de travail. Exactement. Et puis, je réinsiste sur les espaces de coworking, puisque, encore une fois, tout le monde ne peut pas, ne veut pas, ne souhaite pas travailler depuis chez lui. Donc là encore, ça fait partie des propositions qui doivent être réalisées par les entreprises à destination de leurs employés, que de leur offrir, dans la mesure du possible, des solutions qui leur permettent de travailler plus proche de chez eux, sans pour autant être directement dans les locaux de l'entreprise. Alors si l'entreprise, comme c'est le cas d'Econocom, dispose de plusieurs points autour des grandes villes, ça fait des points de chute. C'est des choses qui existent depuis longtemps dans d'autres groupes, mais on peut aussi s'appuyer sur les grands acteurs du coworking qui sont présents en ville, mais aussi sur un certain nombre d'initiatives locales. Et je crois beaucoup en deux choses. Un, le rôle des grands acteurs territoriaux, donc les conseils généraux, régionaux, les communautés de communes, les mairies, pour mettre à disposition ou proposer des solutions pour faire du coworking. Là encore, il y a peut-être des enjeux pour attirer de nouveaux habitants pour le monde rural. Et puis je pense aussi qu'il y a un créneau pour les grandes entreprises locales, quand on est en région, qui là encore peuvent avoir un rôle de soutien, peut-être en collaboration avec les acteurs de l'organisation territoriale, mais typiquement des choses un peu similaires à celles que on a connues avec les incubateurs. On a vu beaucoup d'entreprises investir et donner des espaces et donner du temps pour les incubateurs.
il y a probablement un créneau. On fera un autre débat parce qu'en effet, il y a des enjeux sociétaux, économiques, politiques, même en effet, dans ce que vous dites. C'est vrai que on part du microcosme de l'entreprise au macrocosme vraiment de la vie de la transformation de l'humanité même. Isabelle, juste un peu, là vous avez dit que un des chantiers c'était la sécurité. Hein, ça, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles vous réfléchissez en termes d'innovation, une opportunité d'innover sur les services aux utilisateurs, à l'employé expérience, des choses autour de ça? Oui, on travaille énormément sur l'user experience. Moi, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que ce Covid, il a été pour nous un accélérateur aujourd'hui sur les usages de ces innovations. Les innovations étaient là, par contre, ce Covid nous a permis de les pousser. Alors, un petit bémol par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais la résistance au changement. Pour moi, ce Covid a permis de lever la résistance au changement. Tout le monde était prêt, tout le monde avait envie de collaborer, tout le monde avait envie d'apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Donc, on a poussé les usages via des webinars, on a poussé, les utilisateurs avaient la possibilité de se former. Et ils se sont formés et ils y sont allés. Aujourd'hui, nos collaborateurs sont prêts. Alors, si on remet, Benjamin, si on remet les utilisateurs au cœur un peu du dispositif, est-ce qu'il y a, on va de plus en plus vers l'utilisateur autonome, l'utilisateur avec des services un peu en mode self-service sur étagère? C'est vers quoi on tend vers ça, en fait, avec le pouvoir aux mains des utilisateurs ou des employés? Le pouvoir, je ne sais pas, mais le pouvoir, ils l'ont déjà, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on constate là, comme une grosse dynamique, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que les entreprises ont bien compris que les utilisateurs, il allait falloir transformer l'expérience, les services qui leur sont mis à disposition, qu'ils avaient quand même des contraintes budgétaires réelles. Et donc, il y a des gros mouvements de massification qu'on voit arriver avec la recherche de prestataires qui vont prendre la responsabilité de bout en bout, avec des garanties d'expérience proposées à leurs utilisateurs et des économies à la clé. Donc ça devient des projets assez massifs sur lesquels on ne parle pas que d'infogérance d'un poste de travail, ce genre de choses, mais on va confier le workplace à un partenaire de confiance et on va mesurer sa performance sur l'expérience. D'accord. Donc ça, c'est assez nouveau et on le voit arriver. Là, il y a des très gros sujets sur lesquels nous travaillons et qui arrivent là-dessus. Nous, on avait travaillé chez Econocom. Parler de self-service, on travaillait sur ce qu'on appelle du support augmenté. C'est-à-dire qu'effectivement, le self-service, ça existe, des webinaires à disposition, des bases de connaissances, c'est un peu vu comme le monde. En revanche, c'est augmenter à la fois l'utilisateur quand il vient dans ces espaces pour lui permettre d'être plus performant dans sa recherche, dans son support, dans tout ce qu'il pourrait chercher, et dans toute la chaîne de support, amener cette augmentation, donc on parle d'intelligence artificielle ou ce genre de choses, mais c'est améliorer le service délivré grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des choses qui arrivent vraiment et où on mesure l'expérience. On ne parle plus de SLA, on parle de XLA. Oui, de XLA. Ah oui, d'accord. C'est au-delà de l'expérience. C'est-à-dire que ça n'intéresse plus le client de savoir si on a fait un taux de décroché en 30 secondes. Oui, ça, c'est pas le sujet. C'est est-ce que mon utilisateur, à qui vous avez décroché dans un temps qui ne me regarde finalement pas, est satisfait de la réponse, vous avez résolu son problème, sa demande. C'est ça qu'on mesure. Alors, on garantit aussi la XLA. Ah oui, il y a des pénalités. Il y a des pénalités de XLA. Ouais. Sébastien, on parle vraiment d'employés expérience augmentée. On va peut-être même anticiper les besoins utilisateurs avant même qu'ils arrivent. Donc, c'est des sujets si on parle d'avenir et pour conclure un petit peu ce débat, c'est vers quoi on peut tendre là, même dès aujourd'hui, en fait. Oui, je pense que Benjamin vient de le dire. On y est déjà. Clairement. Pour pousser jusqu'à l'utilisateur, après sur l'expérience de la configuration, notamment en termes de logiciels, où aujourd'hui l'utilisateur, il dispose de son portail sur lequel il va aller choisir, ou on va lui demander d'aller choisir un certain nombre d'applications. Et effectivement, toute l'intelligence et l'augmentation du service qu'on met derrière tout ça va être d'installer les bonnes applications dans le bon ordre et faire en sorte que tout ça puisse cohabiter gaiement. Très bien, merci Sébastien. Thierry, une petite conclusion un peu de ces échanges, puisque nous arrivons au terme de ce web café. En fait, l'utilisateur sera augmenté ou ne sera pas, c'est un peu... Financièrement parce que financièrement, je ne pense pas que ce sera le cas sur l'année 2020. Donc, augmenter en termes on va dire, de capacité. On a parlé de l'IA à l'instant. Je
crois que l'enjeu, effectivement, il y a un gros enjeu autour de l'ergonomie, de la facilité à utiliser l'environnement de travail. Ça, c'est un point essentiel. L'IA apportera son lot croissant, on va dire, d'innovation. Je pense que, très franchement, enfin, je sais pas, moi, je rêve d'une solution où demain, lorsque je cherche à monter une réunion, je n'ai pas à aller regarder la liste des disponibilités des différents participants, et l'outil de lui-même pourra me proposer un certain nombre de slots. Voilà, en disant, la réunion, tu peux la monter tel jour, de telle heure à telle heure, parce que tout le monde est dispo. Ça, clairement, je pense que, juste pour résumer un peu la situation, et à mon avis, on est à la porte de ça, c'est que du bon sens, avec des technologies aujourd'hui qui le permettent. Maintenant, l'enjeu, on en a parlé en toile de fond pendant toute cette table, c'est à quel point aujourd'hui on a la volonté de propulser l'employé expérience vraiment comme cœur de l'évolution. Le tout, alors après, avec des vitesses qui évolueront suivant les acteurs, de management participatif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le collaborateur a pratiquement toute une panoplie d'outils qui va lui permettre d'évoluer en mode projet, et ça lui donne beaucoup plus d'autonomie, mais encore faut-il qu'on lui en donne aussi. Très bien, merci Thierry pour cette conclusion. Merci Isabelle en tout cas d'avoir témoigné en tant que DSI, de nous avoir rejoint sur le plateau. Merci Sébastien. Merci à Benjamin. Si vous voulez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé juste à l'issue de ce webcafé. C'est important pour nous que vous remontiez un peu vos commentaires, les questions éventuelles, soit du côté Dell, IDC ou Econocom. Le replay vous sera aussi envoyé donc avec les slides de présentation. Donc si vous ne recevez pas le lien du replay avec les slides, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et rendez-vous pour un prochain webcafé.